Je vois déjà l'audience souhaite poser des questions. Ce que je vous propose, c'est d'attendre l'intervention de l'ensemble de nos intervenants. Vous notez vos questions et après, je vais vous donner le micro pour la réponse. Merci. Je vais faire quelque chose pour terminer, pour faire le tour. C'est que votre acheteur, il doit être dans un système également de formation continue. Constamment. Alors la formation, elle passe par les... Vous allez sur Internet, vous avez plein de prestataires qui vous proposent des formations en achat, mais elle se passe aussi par les rencontres, les forums, les salons. Il doit être curieux et il doit constamment se remettre en question. La fonction achat, c'est une des fonctions qui est en constante évolution. Beaucoup de technologies, beaucoup de démarches. Je ne suis pas rentrée dans les démarches qu'on peut mettre en place. Il y en a une qu'on a mis en place qui a libéré les... Nous, on avait un indicateur qui était le délai de traitement de la demande. Incontournable. Le délai de traitement. C'est-à-dire au moment où le client émet son besoin et le moment où il la reçoit. Donc, une fois qu'on a fait ce délai de traitement, c'est un indicateur qu'on a. Il fallait qu'il trouve les moyens. Donc ça, c'est le service au client interne. C'était un indicateur très important. Pour nous, le client interne, c'était très important. On était en face de lui. On lui a dit, tu n'achètes plus. On a interdit au fournisseur d'aller les voir. Mais en contrepartie, je dois être à son service. Et je ne dois pas manquer à mon engagement vis-à-vis de lui. Donc on avait cet indicateur qui était très important. Et la formation, elle se faisait constamment, même par nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, je faisais plus d'achat. J'étais plus un coordinateur ou un manager que vraiment un acheteur. On avait une équipe d'acheteurs pour ça. Ils étaient totalement autonomes, mais mon rôle c'était aussi de la formation. Donc il y a la formation et les salons, c'est très important. Il faut absolument qu'ils soient au bout du jour, qu'ils soient informés de ce qui se passe dans le monde des achats. C'est en continuelle évolution. Voilà. C'est pas évident du faut faire la synthèse des bonnes pratiques que vous avez évoquées, c'est immense ce que vous nous avez raconté, mais je souhaite juste en fait tirer un enseignement très important par rapport à ce que vous avez dit, c'est que les achats sont complexes. Il y a des bonnes pratiques, oui, mais il y a des risques, et l'acheteur, en plus des compétences, doit instaurer un comportement adapté avec la conception du client interne, parce qu'il y a un client interne, si vous ne lui livrez pas un article, il va stopper toute la production et il en a le pouvoir, il peut le faire. Donc comment gérer cette réticence dans le temps à travers l'intégration de la deuxième marque qui a pris à peu près 3 ans. Donc il faut 3 ans pour accompagner le client interne pour qu'il change de mentalité. Donc là, vraiment, on est chez un acheteur qui est stratégique. Parce qu'il n'y a pas que la compétence, il n'y a pas que le process, mais également la gestion de la relation avec le client interne. En interne, il y a la gestion de la relation avec le fournisseur. En externe, c'est vrai, on est des partenaires, on va construire ensemble. On doit ficeler ça très bien dans le contrat pour savoir quelle est la part de l'innovation qui revient à chacun. Mais s'il y a la crise, oui, je peux vous donner un coup de main, mais je ne peux pas vous sauver. Donc finalement, on fait du business. Il faut construire, mais finalement, il faut dégager de la marge. Et l'acheteur, ce n'est pas lui qui met en place le processus achat, mais c'est un acteur qui garantit le respect du processus achat. Donc peut-être que c'est un juriste qui fait appliquer les règles et qui doit passer les bonnes pratiques à ses partenaires pour appliquer in fine ces règles. Donc c'est un métier complexe. L'acheteur,
Il est le garant du processus achat. Et autour de la table de négociation, c'est lui le chef d'orchestre. D'accord? Il est entouré avec, il va ramener le service technique, parce que peut-être que vous comprendrez à la partie technique, on a dit qu'on a éliminé déjà les trucs techniques, après on parle des métiers. C'est lui un peu le rôle que vous avez aujourd'hui avec nous, vous donnez la parole aux uns aux autres. Mais le dernier mot de l'acte d'achat lui revient. Non, le dernier mot réellement de l'engagement revient bien sûr au chef d'entreprise. Mais ça, le fournisseur ne le sait pas. Parce que s'il sait que cet acheteur va aller vers une tierce personne, à la limite, il peut savoir qu'il y a un patron qui a le dernier mot. Mais le fournisseur doit absolument sentir que la personne qui va dérouler en l'occurrence l'acheteur, c'est lui son interlocuteur. Et s'il a besoin de voir les autres entités de l'entreprise, c'est en passant par l'acheteur. C'est lui qui va coordonner les rendez-vous, c'est lui qui va organiser les réunions pour qu'il reste crédible vis-à-vis de ce fournisseur. Sinon, lors d'un prochain achat, il va être court-circuité et le fournisseur, je me mets à sa place, après tout c'est un business, hein, il gagne de l'argent, il va aller directement là où il sait que la décision risque d'être prise. Donc si vous voulez que votre acheteur soit efficace et qu'il vous fasse gagner de l'argent, il faut absolument lui faire confiance. Il faut qu'il soit crédible, et pour qu'il soit crédible, c'est lui qui est en face du fournisseur. Moi, on m'est arrivé des fournisseurs, et il faut que, c'est là toute l'importance de la direction générale du président, directeur général. Vous savez, les fournisseurs, ils sont ce qu'ils sont. Ils vont appeler, ils n'ont pas eu marché, ils vont appeler le président. Si vous n'avez pas le président de votre côté, c'est foutu. Le président va vous appeler, va vous dire écoute, il y a un tel qui me casse les pieds, qu'est-ce qui s'est passé sur ton dossier? Je viens mettre le dossier dans le béton. Il y a eu les différentes rencontres, tout le monde a eu sa chance, on n'a pas eu le marché. L'acheteur devient crédible. C'est important. Sinon, il va passer directement outre. Il va imposer ses choix, et qui dit imposer ses choix dit à n'importe quel prix, à n'importe quel prix. Merci pour votre générosité pour partager avec nous ces bonnes pratiques. Vous avez tout à l'heure évoqué la digitalisation pour mesurer la fonction achat. Donc peut-être si Yasmine, on pourrait organiser la prochaine fois une conférence sur la digitalisation dans les PME et non dans les grandes structures. Merci beaucoup, Madame Seria. Je passe la troisième question à M. Yassine Sahani, président de l'association marocaine de la communauté achat. Monsieur Yassine, dernièrement, ça fait à peu près 2 ans que j'ai identifié l'association marocaine de la communauté achat. Et dès qu'en fait je vous ai découvert, vous deviendrez rapidement visible dans les réseaux sociaux, dans les manifestations. Vous avez réalisé des événements d'envergure qui rassemblent toute la communauté achat. Et petit à petit, vous commencez à signer des conventions avec des partenaires nationaux, ESCA, École de Management et d'autres institutions, et également des partenaires internationaux, que ce soit en Allemagne ou bien dans la région MENA. Et en vous suivant de près, nous avons senti que les activités de l'association sont orientées plus vers les acheteurs qui sont présents avec nous, les acheteurs seniors, qui collaborent dans des multinationales et non pas des petites structures. Donc, quelle est la stratégie de l'association marocaine de la communauté achat pour accompagner les TPE dans la professionnalisation de la fonction achat? Je vous remercie pour la pertinence de cette question parce que c'est l'un des axes de réflexion de l'AMCA au niveau de son rayonnement au niveau national et international. Et l'un des acteurs majeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le TSTREP, c'est un dossier économique.
est majoritairement composée de PME, et donc TPE aussi. Et donc c'est aussi, en termes d'inclusion économique, c'est très important qu'on puisse, dans notre rayon d'action, avoir une action au niveau de ce tissu-là. Donc avant d'attaquer par rapport aux solutions qu'on propose pour cette partie-là, déjà, rien que le fait d'organiser une rencontre à ce sujet-là, je vois devant moi un parterre de dirigeants qui font partie du réseau, mais aussi un parterre d'acheteurs, et ça fait plaisir de les voir les uns à côté des autres, même les intervenants sont séparés comme s'ils étaient en position d'adversaire. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, ils sont là, donc je vois les acheteurs de l'huile, de l'ITEC, de TGRI, de l'OFPP, de Bimbo, de Lioni, donc voilà, donc on va dire les fleurons du Maroc qui sont là devant vous. Et aussi, on a des dirigeants qui font d'autres activités, donc ils sont dans l'assurance, ils sont dans la com, ils sont dans les linguistiques, ils sont dans... Voilà, on a des grosses sociétés de maritime aussi, donc des dragages, des roquetages, donc ces activités très capitalistiques. Et donc, déjà, on va dire, ce regroupement-là de personnes permet déjà de créer ce noyau de partage et d'échange. Maintenant, au niveau des PME, il faut parler de cette particularité de la PME. Pourquoi aujourd'hui, l'acheteur, on va dire, il n'a pas encore sa place complètement dans la PME. D'abord, on va parler de la PME, parce que pour moi, ça a été très bien expliqué par Khadija et par mes confrères. Driss et c'est peut-être que je remercie beaucoup pour son storytelling, parce que là, vraiment, ça on va dire, on va revenir des choses, comment ils se développent, comment ils sont faits dans la réalité, pardon. Et ça, c'est vraiment très touchant et très, on va dire, concret par rapport à l'évolution de la PME. Donc, la PME, c'est quoi son problème aujourd'hui au Maroc? Donc, déjà, les chiffres, ils ont été présentés par Cédric. Est-ce que toutes les PME dégagent des bénéfices ou déjà font leur déclaration, dégagent des bénéfices? Et ceux qui sont à la limite de cotisation minimale, c'est-à-dire aujourd'hui, la PME marocaine, il n'est pas encore complètement intégré. On va dire, je ne vais pas dire transparence, mais c'est, on va dire, orientation économique pure et dure de son activité. Donc, parce que lorsqu'on est dans l'orientation pure et dure, donc on va déclarer la totalité du chiffre d'affaires, donc obligé de déclarer la totalité des achats. Déclarer la totalité des achats, donc il y a un phénomène d'historisation des prix. Donc un phénomène d'historisation des prix, donc c'est-à-dire la dit lui-même. Donc dès qu'il a commencé à parler d'historisation des prix, il commence à avoir des tournées pour améliorer son achat. On n'a pas encore parlé d'achat, mais d'abord de la fonction achat elle-même. Et donc l'historisation des prix, donc là on comprend qu'on doit travailler sur l'achat. Et on a travaillé dans l'achat, je trouve moi personnellement, ça c'est un avis personnel, peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais je trouve qu'il y a un manque d'intelligence collective. Je vous le dis, je compare par rapport à d'autres pays, on a l'occasion de participer dans beaucoup de choses, dans plusieurs pays, des pays plus développés, des pays moins développés, mais il y a un problème d'intelligence collective. Moi je dirais que l'AMCA ou le club des dirigeants, c'est une intelligence collective. L'ESCA, c'est une intelligence collective qui permet de regrouper des gens. Parce que c'est ça qui manque. Maintenant, on donne l'exemple, l'association des acheteurs Côte d'Ivoire a organisé un événement sur l'entrepreneuriat. Donc il y a une vingtaine de personnes présentes. Le soir même, il y avait un concert qui coûtait 5 000 francs CFA. Il fallait acheter les billets 2 mois à l'avance et il était plein, on va dire, alors que on va dire, la prestation d'événements qui concernent la liberté d'entrepreneuriat et les méthodes d'entrepreneuriat était gratuite, il n'y avait pas assez de participants. Donc, quand je dirais l'intelligence économique, c'est les gens qui travaillent ensemble. Madame Smith donne un très bon exemple. Je dirais moi un autre exemple qui ressemble à ça, par exemple dans le pays de Loire, donc en France, la région de Loire. Donc, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, il y avait des entreprises qui travaillaient dans la métallurgie, dans tout ce qui est métallurgie, qui étaient des petites entreprises qui gravitaient autour de grandes entreprises. Ils étaient très nombreux, je parle de 700 PME, TPE. Les 700 PME, TPE perdaient de l'argent toutes. Ils se sont mis autour du table et disent, écoute, on a un mois 3%, donc on est en déficit depuis 3 ans structurel. Donc soit les gros ils vont s'installer, nous on va dégager, soit on trouve une solution. Ils sont regroupés, ils ont créé leur propre centrale d'achat. Et cette centrale d'achat, donc il a dit tout à l'heure ce tarif, on est créé maintenant 1% des achats. 1% c'est rien, mais vraiment rien. C'est l'équivalent, c'est comme si on augmentait notre chiffre d'affaires de 10%. Aujourd'hui, pour augmenter votre chiffre d'affaires de 10%, c'est pas donné. Il faut se réveiller tôt, il faut être, on va dire, up to date, donc savoir ce qui se passe.
être dans la prospection permanente, être dans tout, et on n'est pas sûr de l'avoir. Alors que 1% des achats, c'est quelque chose qui est faisable, surtout si on n'a pas derrière nous de longues années d'expérience et de maturité achat. Donc, et la TPE, la PME, aujourd'hui, elle a tout à gagner, entre guillemets, à se regrouper déjà. Quand on parle de TPE, peut-être que je n'ai pas besoin d'un acheteur tout de suite, mais je peux soit contracter avec le central d'achat, soit de me regrouper avec d'autres TPE pour créer notre groupement d'intérêt économique, pour faire des achats pour nous. Donc ça, c'est l'intelligence collective dont je parlais tout à l'heure. Après, deuxième niveau, on est un peu plus grand, on va s'attaquer à des domaines d'activité ou des porteurs d'activité, on veut garder le secret de certaines actions, on peut passer maintenant à un acheteur. L'acheteur, déjà, il trouve, on va dire, une base, il y a une historisation des achats. Donc, il a une base sur laquelle il va travailler pour développer. Donc, et ça, c'est au niveau de la PME, c'est très important. Plus on est dans la clarté, dans la déclaration, dans tout ce qu'on fait, il est là, même si on perd l'argent de départ, mais on va en gagner par la suite. Parce qu'on construit. Il a parlé d'un mesurement d'obstacle. Si on n'a pas la donnée, on n'a rien. On ne maîtrise rien. Donc maintenant, le patron. Pourquoi le patron, il fait les achats plus que l'acheteur? Pour une simple raison. Il y a un problème qui gangrène l'économie marocaine. C'est les délais de paiement. Moi, si j'ai envie de travailler avec une PME, moi, en tant que fournisseur, j'ai intérêt à connaître le patron, même le connaître personnellement pour me dire, avoir une certaine garantie que je pourrais payer. Oui. Donc, s'il y a un petit acheteur ou une assistante d'achat, c'est pas ce qu'elle garantit de paiement, parce que déjà l'entreprise est petite. Je dois me renseigner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une approche commerciale par rapport au patron de cette PME pour savoir si c'est quelqu'un de sérieux, si c'est quelqu'un qui a de la visibilité sur son commerce. Même si je veux juste lui vendre quelque chose qui n'a rien à voir, mais quelque part, en échangeant avec lui, en tant que fournisseur, j'essaie de comprendre un petit peu là où il se projette. Et j'ai une certaine confiance par rapport à sa capacité de perdurer, de payer surtout. Donc c'est ça. Donc en fait, finalement, si on tourne autour du pot, on est en train de autour du pot, le PME marocain, c'est se structure, même s'il n'a pas assez d'effectifs. S'il fait ses déclarations, s'il travaille dans la clarté, dans la transparence, il va se développer. S'il est dans tout ce qui est caché, il ne va jamais se développer. Il n'a pas les outils, il n'a pas les moyens, il n'a pas l'historisation, il n'a pas la capitalisation aussi. Parce qu'en apprenant de l'expérience, on capitalise. Donc maintenant, il y a des structures qui naissent, on parle des dirigeants, on parle de l'ANCAR, c'est des structures qui vont permettre à des gens d'échanger, de constituer, on va dire, un pool, soit de compétences, soit d'intérêts économiques, qui vont, ces structures elles-mêmes, essayer d'émerger cette intelligence collective, de travailler ensemble pour progresser ensemble. Donc voilà, je pense que ça c'est la première étape. Maintenant, l'ANCAR, concrètement, qu'est-ce que peut faire l'ANCAR, par exemple, par rapport à des dirigeants de TPE, de PME? Déjà, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un contrat de partenariat avec notre ami club des dirigeants, donc nos amis des clubs des dirigeants, pour avoir, on va dire, un forum, un blog virtuel, sur lequel peuvent se connecter les gens qui font partie du club des dirigeants, exclusivement, mais qui vont être, on va dire, coachés ou accompagnés par des acheteurs experts. Parce que les acheteurs experts, ils ont travaillé dans notre environnement, ils ont appris beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'est, il y a des réponses de premier niveau. Je dirais, moi j'ai besoin de telle prestation, de tel produit, je ne sais pas où l'acheter. Ça c'est une question de premier niveau, donc les réponses sont rapides. Les questions peut-être de deuxième niveau, j'ai un petit point particulier, je ne maîtrise pas et je voudrais être informé par rapport à ça. Ça on peut faire aussi. Après le troisième niveau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va générer des jours bons, c'est-à-dire un travail sur un dossier qui est lourd. Donc au niveau des acheteurs, il y a des acheteurs aussi freelance, il y a des acheteurs, on va dire, qui sont en passage entre deux postes qui sont disponibles, et là on peut répondre. On peut carrément avoir des consultants qui contractent avec nous, qui vont faire ce genre de prestations pour les dirigeants. Moi je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à autrement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre en place le blog interne, et les gens qui sont, on va dire, adhérents de dirigeants, bien sûr, peuvent adhérer. Et ça, l'un des piliers, on va dire, du contrat de partenariat qu'on a monté, et qu'un chargé d'établir on va signer ensemble, avec le club des dirigeants, pour, on va dire, lâcher le pour lâcher. Je ne sais pas en français, en anglais. Pour lancer, quand même, c'est un mot qui, en français, ce qui n'a rien à voir, pour, on va dire, pour lancer. C'est le contraire, voilà. C'est de lancer. Donc, parfois je raisonne en anglais. Donc, pour lancer, on va dire, cette initiative, qui va permettre
aux dirigeants isolés, aux TPE qui ne sont pas encore équipés d'acheteurs, de comprendre. Chemin faisant, en même temps qu'ils grandissent, ils comprennent un petit peu l'importance de cette fonction achat. Et l'ANCA, son premier objectif, si vous lisez sur notre site web, la mission de l'ANCA, le premier objectif, c'est de promouvoir la fonction achat et de la positionnement en tant que fonction stratégique dans l'entreprise. Maintenant, on va passer à la PME, on parle de 200 personnes, c'est bien, 50 millions d'euros, donc là, il y a de la consistance. Mais l'acheteur lui-même, il faut qu'il se positionne en tant que stratège, en tant qu'acheteur opérationnel d'exécution. C'est sa façon d'être qui va faire de lui un acheteur expert ou pas. D'accord? De toute façon. Donc quand on parle de... Déjà, moi j'ai des ruptures parce que j'étais positionné de par mon poste ex-directeur achat grande distribution. Donc c'est un métier que l'on connaît quand même l'acheteur et les positions. Maintenant dans la finance, mais c'est pas le dossier. Le dossier c'est la façon d'être. L'acheteur qui mesure, qui vend ce qu'il fait, qui ramène de la nouveauté, qui vend le qualitatif en plus des quantitatifs, qui garantit l'exécution aussi, on parlait de la logistique, de la production, donc l'achat lui seul, peut-être qu'il va avoir des résultats, et garantir l'exécution et prendre des risques, parce que quand on ramène une nouvelle marque, une nouvelle solution d'achat, on est plein en exposition, en plein chute. Donc on est bien exposé. C'est-à-dire si cet achat réussit, c'est grâce à l'acheteur créatif, innovateur. Si ce achat ne réussit pas, donc il y a un souci. Donc, généralement, on établit généralement des relations de partenariat pour que le partenaire lui-même prenne des risques avec moi, qu'on réussisse un de cette. Maintenant, vous parlez aussi de la négociation. On a acheté encore qu'il a tout ça. La négociation, il faut bien on va dire, moi je dirais personnellement que je fais le tour des équipes, des acheteurs, des dirigeants, on va dire, du Maroc, il y a un problème de définition de la négociation. Négociation, généralement on considère qu'une négociation réussie, c'est un compromis fait entre deux personnes. D'accord? Donc moi je donnerai un exemple du monde réel, donc pas des achats professionnels, du monde de tous les jours. Moi et ma femme, on veut se proposer un plan les samedis, un plan pour samedi soir par exemple. Je me dis, viens, on va faire un dîner, un bon dîner dans un bon resto. Je dis, non, je veux voir un bon film de cinéma. D'accord? Donc là, la négociation elle commence. Donc, ce qui se passe dans l'entreprise, c'est qu'on arrive à un compromis où on se sent un petit peu, on a ramené ce qu'on voulait, mais il y a une certaine frustration parce qu'on a perdu un petit peu. Donc il y a un petit gagnant-gagnant, un petit perdant-perdant. Donc qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie réelle avec ma femme? On dit voilà, donc on va arriver à un compromis. Au lieu d'un bon restaurant, on va acheter un sandwich Milan et on va payer le cinéma pour voir la dernière demi-heure du film. Voilà, non? En fait, réellement, on pense qu'on a partagé la poire. Il y a un problème, il n'y a plus de poire. D'accord? On est plus dans le détail de la négociation, on oublie pourquoi on est là. C'est la négociation résolue. Voilà, donc on a oublié la poire, on ne parle pas de poire, peut-être on parle d'autre chose. Mais il faut garder toujours qu'on a une poire ici à se partager, donc on doit maintenir la poire. On va dire que c'est un peu l'idée. En fait, l'idée d'après la soirée, c'est d'avoir une bonne soirée, de faire un peu le break du stress de la semaine, du professionnel, d'avoir un temps pour soi. Et c'est ça, on va dire, la poire. De partager la poire, c'est de dire tu es gagné, moi gagné, donc tu as eu ton sandwich final et j'ai eu mon dernière 30 minutes de film. Et finalement, ni moi ni elle, on a eu ce qu'on voulait. En fait, les madame c'est elle à côté de moi, c'est pour ça que je. D'accord, mais ni elle ni moi, on a gagné. Mais on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de constructif. C'est ça le problème de la négociation. Comment? C'est quoi le bon compromis? Le bon compromis, c'est que moi je dirais, soit je vais dans son sens, on fait un bon resto, soit on va aussi, moi on va faire un bon film. Et le résultat, c'est qu'on a eu, on va dire, une soirée, on va dire, on a fait le breakdown. Excusez-moi, mais vous êtes un mauvais acheteur cinéma parce que vous allez payer et le cinéma et le resto de voix. Ouais, justement, ce qui arrive entre l'acheteur et le fournisseur. Ce qui arrive entre l'acheteur et le fournisseur, l'acheteur va cliquer sur, par exemple, le prix. Il va mettre toute sa négo, il va se montrer tranchant, soit si tu passes par le casse. Et le fournisseur va aussi, on va dire, économiser sur autre chose qui est dans le contrat, qui est dans le total ownership cost, donc le TCO. Et quelque part, l'acheteur, en se disant j'ai fait un bon achat, et dans la vie du contrat, dans
la vie de l'utilisation des produits et des services, il y a des soucis qui vont naître et après on va comprendre que c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Donc, c'était pas vraiment l'objectif. Maintenant, il y a une information très importante. L'acheteur ne doit jamais dépendre de notre fonction, il doit dépendre du directeur général. Et ça, c'est un petit peu le combat de l'AMCA. Et donc, parce que pourquoi? Je dépends de la direction financière, il va me titiller sur des délais de paiement, il va me pousser, parce qu'il y a des objectifs qui sont liés à la direction financière. Je fais partie de la direction de production, directeur de l'usine, lui, il ne veut pas de lecture. Donc, il va sur stock. Il ne veut pas de lecture. Il veut des essais qui ne sont pas possibles parce qu'il pousse son secteur à lui. Tout en oubliant les autres secteurs. Quand on est avec la direction générale, on fait un petit peu l'équilibre des opportunités et on a la vision d'ensemble. On n'est plus influencé parce qu'on doit satisfaire telle direction ou telle direction. Et généralement, la fonction achat doit être généralement un membre du board et qui fait directement, même si on n'a pas de directeur, c'est pas grave, un chef de département achat, mais qui fait directement partie, moi je parle des PME, il fait directement partie du board de direction générale, c'est-à-dire lui, avec 2-3 autres directeurs, et les directeurs généraux, ils font l'équipe de direction. Mais ce n'est pas quelqu'un qui doit dépendre ni de l'usine, ni du directeur de production, ni du directeur financier, parce qu'on considère que c'est administratif, donc c'est le directeur financier qui pilote, ni de quoi que ce soit. Donc c'est ça ce qu'il faut. C'est là avec la direction générale et la vision d'ensemble. Et après, donc, je dirais l'acheteur stratège, juste pour résumer, imaginons tout ce qui est dans l'entreprise, c'est un petit peu le monde interne, on a des ressources humaines, on a des moyens financiers, on a les outils de travail. Ça, c'est le monde interne. Et après, tout le monde externe. Qui est le porte d'entrée, une sortie vers le monde externe? C'est l'acheteur. D'accord? Donc les potentialités, les opportunités qu'il y a dans le monde externe de l'entreprise, ils sont illimités. Illimités. Les fonds humains, ils sont illimités. Là, on parle de co-développement, co-conception, c'est-à-dire même un partenaire, c'est l'acheteur qui peut ramener. Parce qu'il va détecter la possibilité d'avoir un partenaire. Alors les autres fonctions, ils sont plus concentrés sur l'intérieur. Même le RH, il va se trouver un super bon joueur à un missile, et l'autre, il a tous les missiles du monde. Donc, vous voyez, et maintenant, avec l'externalisation de la fonction, on parle des prestations, c'est ce qui se passe. Donc, l'acheteur a un volume beaucoup plus grand. Avant, on payait de la masse salariée, ce n'était pas dans les achats. Maintenant, on paye des prestations, on va dire d'externalisation, externalisée, de prestations de services, du gardiennage, des facilités et tout ça. Ça, c'est des ressources humaines qui sont passées du DNH chez l'acheteur. On paye des sous-traitants chez Lioni. C'est des prestations qui étaient dans le chez le directeur de production qui sont passées chez l'acheteur. Donc voilà, il y a de tout chez lui aussi. Donc voilà, donc il y a de tout. Même l'OFPP de nos amis, ils doivent acheter aussi des professionnels, des prestations intellectuelles, c'est plus. Donc et tout ça, ça va se chez l'acheteur. Donc l'acheteur est devenu un concentrateur de solutions d'achat du monde extérieur de l'entreprise qui est un monde infini, malgré quelle que soit la capacité ou la taille de l'entreprise. Donc voilà ce qu'on propose pour accompagner les TPE et les PME. Un premier bloc virtuel d'accompagnement. Bien sûr, nous, les acheteurs, et la démocratie de la formation, on a donné une importance très stratégique à la formation. Comme fait d'ailleurs le club des dirigeants, j'ai assisté à plusieurs rencontres. Ils vont faire l'accompagnement des dirigeants pour leur business, pour le développement de leur business. Nous aussi, on fait des workshops achats. On partage des informations entre acheteurs. Aussi, et là, on se lance directement sur un cycle de certification internationale des compétences selon le standard allemand, dont le contrat va être signé ce lundi, avec une présence des ministères du commerce et de l'industrie, donc avec des personnalités de la place, qu'on signe avec les Allemands, et c'est une certification de compétences internationales. Donc là, on parle des choses. Et avec nos amis de l'ESCA, il y a aussi qui sont accrédités et CSP, qui est un accréditateur américain. Donc, on va former des formateurs chez l'ESCA, selon le standard américain, pour avoir un deuxième cycle de formation certifiant ici au Maroc, basé sur la coopération AMCA-ESCA, mais aussi avec les Allemands sur le niveau international. Et c'est des certifications allemandes qui donnent accès au marché du travail allemand. Donc voilà, donc on est dedans, avec nos amis que des dirigeants. Parfois, ils oublient que la conclusion de vente passe d'abord par une décision d'achat, une conclusion de vente. Donc, moi, j'arrive toujours de les titiller, je titille mon ami Drix, d'accord.
Ils sont plus sur le coaching, l'approche commerciale, la stratégie commerciale, tout ce que vous voulez, mais il y a un monsieur qui décide d'acheter. Après, on vend. On ne vend pas avant d'acheter. C'est ça. Et donc, nous, on essaie d'expliquer. Maintenant, les acheteurs, comme vous avez dit, il y a des acheteurs qui sont un petit peu tranchants, qui parfois manquent de maturité et de compétences, et ils vont attaquer directement sur un prix pour vendre une prestation interne à la direction générale. Donc là, avec la formation avec les échanges qu'on fait, avec tout ça, on essaie nous-mêmes de travailler sur les acheteurs pour qu'ils parlent, comme parlait Mme Sreya tout à l'heure, où il a dit, monsieur, on a envie que tous les acheteurs soient comme Mme Sreya. Donc voilà, je pense que je fais un petit peu le tour pour répondre à votre question. Et merci beaucoup. En vous écoutant attentivement, vous et Madame Sreya, j'ai monté deux concepts et je souhaite y revenir dessus. Madame Sreya a évoqué le concept de l'équipe. Des fois, l'acheteur peut se mettre avec ses concurrents pour renforcer le pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Ça, l'acheteur peut le faire, mais la PME ne peut pas le faire. Et vous avez parlé, Yacine, de l'intelligence économique, de l'intelligence collective. Et je pense que c'est dans l'intelligence collective que se dessine le futur des PME, et des TPE. Alors, Monsieur Ted a dit que c'est très difficile de recruter un acheteur parce qu'un acheteur senior pas plus 5 ans d'expérience. Je ne veux pas dire des bêtises, mais un salaire entre 15 000 et 25 000, si on le compare avec le chiffre d'affaires, très difficile. Ce n'est pas une solution. Oui, mais la masse salariale, quand même, c'est une charge qu'il va payer tout de suite, ça va peser dans la trésorerie. C'est vrai qu'il va rapporter, mais il va rapporter sur le moyen terme, mais ils n'ont pas en fait du cash. Très difficile. On va d'accord. Donc le débat est très riche. Vous demandez la fonction, bravo. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution beaucoup plus palpable qui s'inscrit dans cette intelligence économique? Alors, moi, ce que je me dis, pourquoi les TPE et les PME ne peuvent pas se réunir autour d'une cellule, vous l'avez dit tout à l'heure, un intérêt de groupement économique, et au lieu de recruter un acheteur pour une entreprise, on recrute un acheteur pour un groupement d'entreprises et ils peuvent bénéficier de l'expertise de l'ACA pour qu'ils leur communiquent une base de données avec des fournisseurs qui sont compétitifs. Là, on est dans l'intelligence économique et ils peuvent générer de l'innovation plus que les grosses entreprises. Parce que quand on travaille ensemble, on échange des bonnes pratiques et par la suite, on peut facilement innover et créer de la valeur. Monsieur Yacine, Madame Sreya, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une piste qui est adaptée à notre tissu économique qui compose à 95% des TPE et PME et on peut innover là-dessus à travers le regroupement? Peut-être réussir le modèle de Alibaba chinois grâce à la digitalisation parce qu'il va faciliter en fait ce processus de transformation. En fait, ce modèle existait en France, il est d'actualité, ce qu'on appelle les acheteurs partagés. Donc, ça suppose deux règles. Donc, il y a, on va dire, des acheteurs. Déjà, la première règle, on essaie d'avoir des sociétés qui ont des portefeuilles achats semblables, qui ont des activités différentes. Donc, ça, c'est déjà un deuxième niveau de collaboration, on va dire, d'intelligence collaborative. C'est-à-dire, moi, je suis dans une activité, j'achète un certain nombre de produits, de composants, de matières. Il y a une autre société qui n'est pas mon concurrent frontal, d'accord, mais il y a cette famille d'achats. Donc, j'ai dit, moi, le BABA, c'est d'abord d'avoir nos historisations, j'insiste, c'est-à-dire nos déclarations, nos historisations, notre comptabilité qui vient monter, parce que l'acheteur, quand il ne trouve pas d'information, la seule information qui reste, c'est la comptabilité. D'accord. Donc, et là, il a, on va dire, l'information pour avoir. Et les acheteurs partagés, ça peut fonctionner. Donc, c'est un groupement d'intérêt économique, peut-être un bureau à technoparc qui va coûter, je ne sais pas, 2400 par mois, avec tous les services compris. Et un acheteur et va acheter pour plusieurs entreprises. Maintenant, des petites entreprises, pour qu'ils puissent être efficaces et pour que cet achat soit effectif, il faut qu'ils aient une gestion budgétaire. C'est-à-dire le gars, le chef
entreprise, début de l'année, il a un budget pour l'année. Parce qu'à partir de ce budget, on calcule les moyens. À partir de ces moyens, on a des prévisions d'achat. Et ces prévisions d'achat consolidées donnent un volume d'achat qui permet à l'acheteur d'avoir des prix. Donc l'intelligence collective commence par, comme on a dit dès ce matin, il commence par soi-même. J'ai mon objectif annuel, j'ai, on va dire, mes estimations des moyens nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. Après, je consolide ça avec d'autres confrères, peut-être, et même en France, il y a maintenant les concurrents qui se mettent à acheter en France. Donc maintenant, c'est très large. Et après, on consolide et on a des volumes de portefeuille d'achat. Les portefeuilles d'achat, ils permettent une négociation, avoir une accessibilité prix par rapport à un standard de prix. Et à partir de là, tout le monde je suis sûr. Tout à l'heure, on a dit 1% des achats, ça représente 10% de progression de chiffre d'affaires. Imaginez si on gagne 5% sur nos achats grâce à ce mouvement d'intérêt économique. Et je suis sûr que le bureau, la cote-part du bureau et la cote-part de l'acheteur, ça va coûter même pas 0,5% du chiffre d'affaires annuel de la société. Mais et après, il y a la confiance. Il faut savoir qu'il y a un substrat non tribal, donc je vais rentrer un petit peu dans l'anthropologie du Marocain, qui a une culture de négociation. C'est-à-dire, avant, on était dans un pays où tous les passages de caravanes vers les Phéniciens, on va dire, ça c'est nos ancêtres qui étaient comme ça. Donc du Sahara, donc de l'Europe, donc de Méditerranée, on avait des passages de caravanes et tout ça, on était au milieu, donc nous on était des négociants. Et donc ça d'ailleurs, vous avez remarqué, les gens ils achètent parfois des... Je ne sais pas, que je n'avais pas eu d'art sur négocier. Ça c'est dans notre substrat. Ce n'est pas quelque chose que nous parlons en on est comme ça, on est fait comme ça. Et donc quand on est dans la culture de négociation, c'est difficile de faire confiance à l'autre et de construire avec l'autre. Et par contre, là, dans le monde B2B, on oublie un peu ce substrat et on a des techniques, on va dire, apprises qu'on met en place. Et quand on est un négociant bourgeois, c'est difficile de faire cette intelligence économique. D'ailleurs, la culture, voilà, chez un pays étranger, quelque chose, تديرش تجيب لك الأخبار شي ما تديروش. شو معاه فلان أنا تديرهاش. هنا تبارك الله كتعامل عندهم صغيرات تقول كنصايب كلشي، يصايب واحد كيبنيها ويكيبيها ويدير كلشي ومعمر ما Et ça, c'est la culture des gauches, c'est notre substrat. Et ça, c'est un blocage culturel. Ensemble de l'intelligence économique d'Yann. Et on se dit toujours, on se compare à l'autre. Je compare là, tu vas dire, je compare là, la culture des gauches fait que on est toujours à la position, on n'a pas une position fixe, on a une position qui bouge en fonction de notre environnement, en fonction de nos interlocuteurs. Le blocage culturel, oui, quelque d'abord. Donc déjà les gens qui communiquent avec le blocage parce qu'elle passe après se mettre en intelligence collective ensemble. Et auquel des pays, c'est des écoles, je sais que c'est ce qu'ils disent ensemble. Et la culture de négociation elle est bien parce qu'elle nous permet d'être partout, d'être accessible à tout. Maintenant, j'ai des barrières sur les écoles. Mais en même temps, l'inconvénient est là, c'est difficile de construire avec eux. Et donc le professionnalisme, le B2B nous oblige à travailler avec les autres. Et de construire avec les autres pour essayer de détruire surtout le grand public. Donc à travers le des dirigeants, peut-être demain comme des émissions à des achats de la radio pour le grand public et pour même permettre de sur le système. Donc d'ailleurs, il y a une espèce de donc ils ont compris qu'à lui seul, ils ne peuvent pas tout savoir, tout maîtriser. Ce choix pour ils chauffent l'Argus, ils chauffent chaque donc ça. Grâce à la digitalisation, au lieu de se dire je suis le meilleur, je suis d'ailleurs on ne le dit pas aux autres, on le pense parce que le substrat voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Peut-être je me suis un peu très éloigné, mais donc les motivations profondes, le substrat, Diana, ça va interagir, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à rajouter par rapport à ce que j'ai développé à travers l'intelligence collective artificielle? Sincèrement, c'est possible de se mettre en synergie avec d'autres acheteurs. Si c'est bien ça le sujet, j'ai bien compris. À condition
D'abord qu'ils soient d'activités différentes. Il ne faut pas qu'ils soient dans le même secteur d'activité parce que là, ils vont se dévoiler leur... Il y a un aspect éthique qui est très important. Il y a un aspect éthique. Alors l'éthique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je le pensais fortement. J'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas choquer. On part du principe que tout le monde est honnête, que la relation avec le fournisseur elle est claire et nette. Mais le code de déontologie il est important dans le sens où il ne touche pas seulement que cet aspect-là. Pendant longtemps, vous croyez que l'éthique, et ce qui est vrai, elle fait partie de l'éthique, hein, c'est comme le prix par rapport au coût. L'éthique, l'honnêteté de l'acheteur, elle est importante. Sinon, on perd de l'argent. Si c'est ma boule dans le dos avec le fournisseur. Mais elle est devenue beaucoup plus large. Si vous voyez le code déontologique de Total, de Shell, de L'Oréal, c'est 10 pages. Il n'y a pas que ça. Il y a la responsabilité civile, sociale. La RSE. Il y a la RSE, il y a l'environnement, il y a... C'est vraiment, on va dire, le livre de chevet de l'entreprise, pas de l'acheteur. Et tout le monde y adhère dans le processus achat. Tu prescris d'abord le président qui la signe et tout le processus, tous les services, tous ceux qui sont amenés à un moment ou à un autre à être en contact avec le fournisseur. Ça, je complète parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais la confidentialité dans l'éthique, elle est importante. Si on veut faire de la synergie achat avec des concurrents à l'achat, il faut que, bien entendu, ils ne soient pas dans le même secteur d'activité. Enfin, je pense, sinon, on va avoir pas que des concurrents, on va avoir carrément. Le cas de Bouygues Télécom et de Deutsche Telekom Voilà. qui ont mutualisé leur achat, mais c'était dans le même secteur d'activité, mais dans deux pays différents. Là, dans deux pays différents, donc ils ne sont pas de l'ombre. Ils ne sont pas d'ombre, ils sont loin l'un de l'autre. Et si on reste dans le secteur bancaire, on peut le faire, mais en condition encore une fois qu'il n'y ait pas. Et là, on peut faire de la synergie sur des choses qu'on achète. Tout le monde achète de la fourniture de bureau. Je prends toujours des exemples simples pour faire court. Tout le monde va acheter des logiciels, tout le monde va acheter des PC, tout le monde. Donc sur ces aspects-là, oui, on peut mutualiser et on peut faire beaucoup d'argent. On peut gagner. Je ne sais pas si j'ai... Merci beaucoup, Madame Sir. Je reviens vers Monsieur Ted et je vous demande de nous donner une réponse rapide pour avoir le temps de passer la parole aux participants. Monsieur Ted, donc je souhaite comprendre la relation entre l'achat tel que vous pratiquez au sein de la TPE Bâti-Climat et comment cette fonction accompagne l'innovation à travers les marques que vous représentez qui sont Daikin, Samsung et LG. Je ne vais pas oublier là maintenant LG. Merci. Et également, qu'est-ce que vous attendez surtout des propositions de l'entente pour rendre votre fonction achat beaucoup plus efficace et efficiente? J'aimerais bien évoquer aussi une pratique de monsieur l'acheteur. De l'ordre. Bien, vous m'avez le monsieur, c'est juste une étiquette, et quand je vais évoquer un mauvais, soi-disant, donc je préfère que ce soit sur le dos de monsieur et madame. Voilà, donc je reviens en arrière, il y avait la crise, et la plupart des entreprises, des grandes entreprises, ils ont engagé des acheteurs très performants. Et puis, ils cherchaient beaucoup de solutions, et du coup, ils gagnaient beaucoup d'argent pour l'intérêt de l'entreprise. Mais pour moi, ça m'a bloqué encore une fois, parce qu'ils ont trouvé une solution
de standardiser et de réduire l'art et la manière de créer un marché ou un CPS. Moi, j'opère dans le domaine de la climatisation, c'est un domaine purement technique. Il y a de la technicité, il y a du savoir-faire, il y a de l'ingénierie, parce qu'on ne peut pas climatiser comme cette salle s'il n'y a pas des études au préalable. Le coût de revient est important parce qu'on intègre beaucoup de... Il n'y a pas que le matériel. Et du coup, pas le monsieur l'acheteur, voilà. Donc, il a trouvé l'art et la manière de standardiser et optimiser les opérations. Dans un projet, il y avait la construction, il y avait les lots techniques, électricité, plomberie, il y avait la clim, il y avait les courants faibles, il y avait... Pour lui, c'est une perte d'argent. Traiter beaucoup de dossiers, ça, c'est pas intéressant. Et lui, il avait l'innovation de dire, moi, aujourd'hui, je peux faire gagner de l'argent à ma société si je vais donner ce marché à une seule société. Le clé en main, ça c'est vraiment comme ça, théoriquement, c'était vraiment quelque chose de bien. Donc, nous, il nous a fait blocage. On ne peut pas soumissionner. Donc, des années d'expertise, de savoir-faire et de compétences, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Bien sûr, avec les recommandations de maître d'ouvrage, parce que vu notre relation, il te dit, il n'y a pas de problème, moi je vais vous recommander. Vous allez voir monsieur X, c'est lui qui a gagné le marché TCE. D'accord? Je vous redétaille. Moi, je me présente chez l'entreprise qui a gagné ce marché et j'essaie de m'approcher commercialement, techniquement et tout ça. On fait des séances de travail et la phase finale, c'est qu'il y a Monsieur Haddad, vous êtes très aimable, mais malheureusement, je ne peux pas travailler avec vous pour la simple raison. Moi, je me suis tombé du 6e étage pour accrocher cette affaire. Maintenant, je dois optimiser mes coûts. Et de quelle manière, monsieur, vous allez optimiser les coûts? Voilà, j'ai mon plombier qui travaille dans la construction, je vais lui acheter du matériel, et puis basta, voilà, et au moins je peux récupérer un peu d'argent. Ça, c'est un scénario. Bon, moi, je sais que ça ne va pas marcher parce que la clim qui représente quand même un montant assez important vis-à-vis de la construction et tout ça, il y a de la technicité. Ah ben, j'attends le jour où il va terminer pour dire est-ce que ça marche. Et je sais que ça ne marche pas. Il y a un litige entre l'entreprise, l'adjudicataire, et le maître d'ouvrage, et l'acheteur. Hein. L'acheteur, il s'est trompé. Parce qu'il s'est basé sur une solution intéressante sur le papier. Mais sur la réalisation, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et c'est pas le seul temps. C'était une politique. Ça veut dire ça marche dans d'autres secteurs quand même. Dans mon secteur, c'est des pratiques. Et j'ai constaté que ça ne marche pas dans le secteur BTP ou dans la promotion immobilière, parce que justement, il y a une technicité dans l'affaire. On peut par exemple, l'acheteur, quand il pense en gros, il donne un marché en lot unique, et le lot électricité ou la climatisation, c'est un lot qui est assez lourd et technique. Ce n'est plus le cas pour un lot architectural. Donc il y a tout un aspect en aval et en amont pour gérer cette affaire. Par exemple, moi en tant qu'acheteur, je peux par exemple donner un lot simple, globalisé, mais pour les lots comme la climatisation et comme l'électricité, il y a tout un suivi de A à Z jusqu'à la finalisation. Il y a des plans, il y a des schémas, il y a un suivi, il y a une étude que le fournisseur propose. Même mon bureau d'études ne peut pas la proposer. Excusez-moi, madame, de vous interrompre. Vous reprenez votre question dans la séance de questions-réponses, s'il vous plaît. On laisse le temps à M. Tête de terminer la tête de son discours. Désolé.
Donc, c'est une pratique qui a un peu bouleversé notre métier, mais je sais que le maître d'ouvrage, il a souffert lorsqu'il va vendre son bâtiment avec une prestation de service qui ne fonctionne pas et qu'il y a des réclamations et ça a imputé sur son image. Encore pire, c'est qu'il y a 3-4 ans, même l'État, les marchés étatiques, ils ont opté en majorité des appels d'offres tout court d'État. Alors là, c'est le suicide, ça y est, on doit changer de métier. Et on n'a pas le droit de soumissionner parce que le TCE, grâce à la classification, un peu, soi-disant, il a la possibilité, il accroche les affaires. Mais toujours lorsqu'on va s'adresser au TCE, sa réponse c'est d'optimiser les coûts, il doit se référer à ses propres moyens. Mais il n'est pas engagé sur le résultat, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que l'acheteur, il doit être quand même très vigilant aux solutions. Par contre, dans le témoignage, j'ai eu affaire avec une autre entité, Guimaro, avec mes groupes. Ils sont extra professionnels et pour travailler avec eux, c'était vraiment des contrats, donc il faut être avec un avocat avant de signer. Bon, moi, c'était le challenge, j'ai accepté parce que le contrat était comme ça. Dans tous les sens, dans tous les sens. Oui, bon, moi, c'était un challenge, j'ai rien vu. On dit, tiens, sois c'est le suicide, ça. Non, non, c'est le poker. Quand même, c'est le marron. C'est-à-dire, oui, donc le challenge, c'était quoi? Est-ce que vous êtes sûr de votre expertise? 1. 2. Est-ce que vous allez livrer dans le temps? Moi, j'ai cette endurance, j'ai cette... Donc, il n'y a pas de problème. Sauf que, on a négocié, on a terminé. Ah, il vient, monsieur l'acheteur, il vient l'acheteur. Parce qu'il y a une négociation. L'acheteur, il ne travaille pas tout seul. Il y a le chef de projet, il y a le directeur de projet. Tout le monde négocie. Uniquement le produit et le coût. Donc il y a trois phases de négociation du coût. Ah ben, l'acheteur, il m'a demandé une remise énorme. J'ai dit, écoutez, monsieur, ça y est. Donc voilà, c'est un point qu'on va laisser. Ah là là, on a travaillé corps et âme pour aboutir à un résultat de satisfaction en termes de solutions, avec des solutions innovantes. Là, on était un peu... Mais moi ça m'a servi le fait d'être organisé à l'intérieur, dans mon cerveau et dans mon back-office. J'ai dévoilé les cartes. Mais quand j'ai dévoilé les cartes, j'ai eu l'occasion d'exposer ça en comité. Il y avait trois individus, et j'ai exposé l'art et la manière, comment je détermine mon chiffre d'affaires. Ben, c'est moi le gagnant. Pourquoi? Parce que l'acheteur, finalement, il a dit, moi, aujourd'hui, je l'accepte. Donc, il était à l'écoute, c'est la communication. Et il croit beaucoup que si avec vous, avec son prix, ça ne va pas marcher. Mais si aujourd'hui il va signer avec un coût intéressant pour vous et pour lui, ça va marcher. On a abouti à faire et ça a été bien travaillé. On a passé à d'autres projets. C'est un témoignage. Alors, le mot innovation. Alors, le mot innovation, toujours, dans la crise, on commence à réfléchir. Au moment de chaque crise, je n'arrive pas à vendre. Et le fait de ne pas aller vendre, il y a un problème. Acheter mieux, on peut acheter mieux, des fois on ne peut pas acheter. On n'a pas assez de potentiel pour acheter à un prix compétitif. Donc il fallait opter à des
d'efficacité énergétique, en termes de programmation, en termes de fonctionnalité. Et puis, ça ne touchait pas tout le monde, bien sûr, pas tous les clients, mais j'ai pu quand même cibler une niche où il y avait des acteurs qui cherchent l'innovation, l'efficacité énergétique, et des fois même l'environnement. Donc j'ai choisi à travailler avec des produits qui répondent vraiment à l'environnement, le gaz écologique, non pas le gaz existant qui pollue l'environnement. Et tout de suite, on a pu avoir une relation très professionnelle et je me suis positionné, mais l'acheteur, il a trouvé ce qu'il cherchait aussi. Et on a créé même un partenariat pour d'autres projets.